Arnaque, aberration, qui pour défendre le Bitcoin face aux attaques récurrentes? Eh bien, peut-être mes deux invités. En tout cas, j'ai eu envie de les confronter à certaines réalités et critiques. Bonjour Alexandre Tchatchenko. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, auteur, conférencier. Vous avez cofondé Blockchain Partner qui a rejoint KPMG France, où vous avez d'ailleurs été directeur blockchain et crypto. Vous êtes le co-auteur de 2 ouvrages de référence. On va citer le dernier en date, Bitcoin et crypto-monnaie facile, 2e édition, paru en 2024 aux éditions First. Et puis, je dois préciser, vous êtes également le cofondateur de l'ADAN qui rassemble les acteurs des cryptos actifs en France. Donc, vous portez véritablement ce secteur et puis suivez l'évolution de la législation, de la régulation en France. Et puis quand même, directeur de la stratégie chez Pemium, qui est mon rôle actuel. J'y venais. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur de la stratégie de Pemium, qui est un pionnier du Bitcoin dans le monde, qui a été donc fondé en 2011. Tout à fait. Merci. Tout est bon là, Alexandre. Tout est bon, exactement. On peut passer à Philippe Rodriguez, qui est à côté de vous. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour. Vous dirigez la banque d'affaires Avolta, spécialisée dans la tech. Vous êtes également vice-président de l'EBG, l'Electronic Business Group. C'est un think tank qui rassemble des professionnels du numérique en France et aux États-Unis. Vous avez été président de l'association Bitcoin France entre 2014 et 2017 et l'auteur, vous aussi, d'un ouvrage, notamment on peut citer La révolution blockchain, algorithme ou institution, qui est paru aux éditions Duno, c'était en 2017. Voilà, donc à vous de répondre aux critiques. Je vais commencer par vous faire réagir au tweet de Jill Duran, journaliste américain, qui cet été nous dit qu'en pleine plongée bibliographique sur l'essor de la cryptographie, il en ressort en disant « mais j'ai la forte impression qu'il s'agit d'une grosse arnaque qui vole les gens d'en bas pour enrichir ceux d'en haut. Il n'est pas étonnant que Trump se lance désespérément dans cette aventure. » Voilà. Alors, il dénonce un système donc pyramidal qui enrichit les premiers investisseurs. Il en veut pour preuve que 2% des comptes détiennent 95% de la valeur totale des bitcoins. Ça, ce sont des chiffres de Scott Galloway de la New York University. Donc déjà, une première réaction là-dessus. Une grosse arnaque, les crypto-monnaies? Tu veux y aller? Je peux y aller, mais non, il y a pas mal de choses qui soit sont fausses, soit relèvent d'une confusion dans ce que dit ce monsieur. La première confusion, c'est que, comme beaucoup de gens, malheureusement, il fait une forme d'amalgame où le mot crypto, en fait, serait un pot pourri dans lequel on met 20 000 actifs différents, ça va du NFT d'œuvres d'art jusqu'à l'obligation d'État en passant par l'immobilier. Et puis il y a Bitcoin au milieu. Et en fait, il est amalgamé avec tout le reste. Et comme dans tout le reste, effectivement, des cryptos, il y a un bon gros paquet d'arnaques, il fait un amalgame en disant, vu que 80% sont des arnaques, alors Bitcoin est une arnaque. Alors que, effectivement, ça a autant de sens que de comparer, comme je disais, un Picasso avec de l'immobilier, des obligations, ça n'a absolument rien à voir. Donc Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie comme les autres, déjà, j'entends. Déjà, ne serait-ce que par sa taille, sa capitalisation de marché, son ancienneté, le fait qu'on ne connaît pas le fondateur, que ça a une prétention monétaire, en fait, c'est un autre sujet. Pour moi, il y a Bitcoin et puis il y a le reste. Donc ça, c'est l'amalgame, on va dire. Et puis après, même dans la critique qui est faite sur la concentration, finalement, de la valeur. La concentration, alors il dit concentration et transfert de valeur, presque, même entre les pauvres et les riches. Aujourd'hui, ce qu'on sait en termes de sociologie des détenteurs de Bitcoin, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les pays et les gens qui en ont le plus, c'est plutôt des gens qui sont soit des exclus financiers. Aux États-Unis, par exemple, les catégories qui sont surreprésentées, c'est les jeunes et les minorités raciales. Et dans le monde, les pays qui s'en servent le plus, c'est l'Inde, le Nigeria et la Thaïlande. Donc on n'est pas sur les États-Unis ou la France ou l'Allemagne. Donc déjà, ça, c'est pas tout à fait vrai. Il y a même un transfert générationnel plutôt dans l'autre sens. Et la deuxième chose, c'est que cette concentration, en fait, c'est un petit peu impensif parce qu'on ne peut pas le savoir. C'est comme si on disait 100% de l'argent du monde est détenu par les banques. C'est pas vrai, les banques détiennent pour des comptes de tiers. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes d'échange qui effectivement détiennent pour des tiers des particuliers. Et ça, effectivement, ça doit être 90 ou 85, je ne sais plus exactement le chiffre. Mais c'est des gens qui détiennent pour le compte de tiers, c'est pas leur argent. Donc en fait, 95% qui est cité. Voilà, alors peut-être, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne correspond pas à la détention en propre des gens. Donc par exemple, je cite souvent un exemple dans le cadre, alors là c'est sur crypto, donc c'est un petit peu dérivé de Bitcoin, mais Bitcoin a une représentation sur une autre blockchain qui s'appelle Ethereum, qui s'appelle le Wrap Bitcoin,
Bitcoin. Donc en gros, on met en séquestre un Bitcoin et ça nous crée un jeton qui représente du Bitcoin. Et en fait, si on regarde sur la chaîne de blocs, sur la page de transaction, on voit qu'il y a, je crois de mémoire, 200 000 détenteurs, à peine. Mais en fait, sur ces 200 000 détenteurs, il y a des fonds d'investissement, il y a des protocoles de finances décentralisées qui eux-mêmes ont 100 000 ou 200 000 investisseurs. Donc en fait, quand on dézoome, c'est pas 200 000, c'est 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Donc c'est pareil pour Bitcoin. Alors, reste que, certes Alexandre, mais Philippe, on nous vend quand même cette idée d'une monnaie décentralisée, cette concentration, ça sonne comme une dissonance. Je rejoins Alexandre sur un point, Bitcoin et le reste. Je pense qu'il a raison sur ce point, parce que Bitcoin a quand même une singularité par rapport aux autres crypto-monnaies. J'ai l'habitude de dire que Bitcoin, en fait, c'est une crypto-monnaie sans ego. Parce que, en fait, probablement parce qu'à l'origine, déjà, le créateur reste anonyme. Et sans ego aussi, parce qu'il n'y a pas la possibilité pour un intervenant pour diriger la gouvernance de ce système. En fait, c'est dirigé par les algorithmes. Et c'est sans ego, mais c'est aussi sans conflit d'intérêts. Et justement, parce que ce rôle que joue en fait Bitcoin de désintermédiation totale, le fait qu'on puisse échanger de la valeur de pair à pair, fait que au milieu, on n'a pas d'intérêt et on n'a pas d'intérêts qui peuvent agir. Et en ça, Bitcoin ne ressemble pas aux autres crypto-monnaies qui ont souvent beaucoup d'ego ou beaucoup de conflits qui existent. Et la plupart des crypto-monnaies, finalement, sont une amélioration d'un sens d'un certain nombre de faiblesses que pourrait avoir Bitcoin, qui sont des faiblesses qui sont liées aussi à ses qualités. Par exemple, la robustesse. Derrière, il peut y avoir une manipulation un petit peu plus compliquée, un peu plus rude. Une lourdeur, une lenteur. Exactement, la lenteur, par exemple. Donc, on va sortir en fait des crypto-monnaies plus rapides, ce genre de choses. Et effectivement, Bitcoin reste un idéal. Un idéal qui reste à construire, qui se développe plutôt pas mal. Et pour revenir en fait sur la distribution de la valeur, la distribution de la détention, d'une part, les chiffres que l'on a donnés là sont meilleurs que la distribution des autres actifs. Il faut le souligner. Et d'autre part, effectivement, on a aussi une détention, comme l'expliquait Alexandre, de nouveaux acteurs, qui sont des acteurs plutôt institutionnels, qui détiennent pour des tiers et qui jouent beaucoup. On a parlé en 2024, justement, aux États-Unis, il y a eu toute cette amélioration avec ce qu'a proposé la SEC avec le lancement des premiers ETF. On a aujourd'hui pratiquement 4% de la valorisation de Bitcoin qui est détenue en fait par de grands asset managers qui eux-mêmes en fait distribuent ensuite cette valeur. Mais donc, alors, l'attaque sur le système pyramidal, ces pyramides de Ponzi, ça existe aujourd'hui. Il y a des plateformes qui jouent ce jeu-là. Tout comme Enron a fait faillite, l'énergie, ce n'est pas inutile pour autant. Ça participe du même amalgame où en fait, c'est pas parce qu'il y a des acteurs qui ne respectent aucune réglementation, qui sont offshore et qui n'ont pas beaucoup qui s'enrichissent sur le dos des autres. Qui s'enrichissent sur le dos des autres, mais voilà, il y a des cordonniers qui s'enrichissent sur le dos des autres. Il y a dans toutes les professions, il y a des gens qui sont des arnaqueurs. Donc le sous-jacent n'est pas concerné. D'où la nécessité d'avoir une régulation. Pas nécessairement. D'ailleurs, si on veut prendre l'exemple, en soi, la régulation, pourquoi pas. Maintenant, c'est une question de timing et d'intensité, parce que parfois, c'est très contre-productif. L'exemple que je veux donner est contre-productif, c'est qu'on a eu en Europe, une régulation qui est plus avancée que d'autres continents, comme souvent. Et typiquement, ça a jeté dans les bras de FTX il y a 2 ans beaucoup de gens. FTX qui donc a fait faillite parce que c'était une énorme arnaque, parce qu'on a dit aux gens, par exemple, on leur a fait peur en Europe, on leur a dit potentiellement, ça va être interdit de détenir ses propres bitcoins, d'avoir ses propres clés. Donc vous êtes obligé de passer par un intermédiaire. Il y avait même un amendement européen qui avait été proposé qui s'intitulait interdiction des portefeuilles auto-hébergés et dont le motif était de dire, je cite, empêcher la sortie du système réglementé. Et en fait, en poussant les gens en dehors de ce système-là, on les a envoyés chez qui ? Chez FTX. Donc il y a plein aussi de plateformes européennes qui étaient un peu plus fiables, auxquelles on a interdit certains produits financiers, qu'ont fait les gens, sont allés chez FTX. Donc en fait, on a juste jeté des gens dans la gueule du loup parce qu'on a voulu être plus
monarchique que le roi. Et donc ça, c'est un problème. La régulation peut être une solution, mais la surrégulation n'en est certainement pas une parce que ça tue en plus l'écosystème local de start-up. Philippe, vous avez parlé du mystère toujours autour de l'inventeur du Bitcoin. Ça crée une sorte de culte finalement, de mythe autour de cette crypto-monnaie qui est pas forcément très rationnelle, qui peut-être lui donne plus de valeur qu'elle ne devrait en avoir, et par ailleurs qui laisse à penser, alors vous allez me dire si effectivement c'est l'objectif, qu'on préfère aussi dans ces mouvements cypherpunk d'origine et qui existent encore très fort comme communauté autour du Bitcoin, qu'on préfère finalement une société, un système financier dirigé par l'algorithme, vous l'avez dit, plutôt que par les États. Oui, certains y voient un danger, au contraire. La réponse est dans la question. Parce que l'État, c'est l'intérêt général. Bien sûr. Et pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement, mais en tout cas, c'est l'objectif. En tous les cas... Il y a des dérives partout. C'est pour ça qu'il faut des systèmes alternatifs. Mais oui. En tous les cas, en fait, pour connaître un petit peu la communauté des bitcoiners, je suis pas certain en fait que les bitcoiners soient très intéressés pour connaître l'identité de Satoshi Nakamoto. En un sens, ils sont beaucoup plus intéressés par le code qui est produit, l'évolution de ce code, le mode de fonctionnement, et même si on y voue une sorte de culte un peu rigolo, oui. un peu comment dire, qui est plutôt sympathique, c'est-à-dire fêter le Pizza Day, fêter le Genesis Block, toutes ces dates-là qui sont des dates importantes dans l'histoire de Bitcoin qui sont fêtées dans la communauté, c'est plutôt bon enfant. Il n'y a pas vraiment de culte. Pourquoi ? Parce que je pense en fait que dans la communauté Bitcoin, on croit plus au code que à l'ego et aux personnes qui sont derrière ce code. Ce qui est important, en fait, c'est le code. Pour revenir au point sur les institutions versus les algorithmes... Dirigée par l'algorithme plutôt que par les États, ça peut donner une société très inégalitaire. C'est aussi oui, ce que... ou peut-être plus égalitaire, puisque en fait, on s'aperçoit aussi que les institutions qui démarrent probablement il y a à peu près 10 000 ans, ces institutions en fait sont toujours dirigées par des hommes qui sont souvent imparfaits, qui peuvent introduire un certain nombre de biais dans la façon dont ils gèrent ces institutions, et on est constamment abreuvé d'histoires concernant soit de la corruption, soit le mauvais fonctionnement de ces organisations. Dans l'esprit philosophique qu'il y a derrière le Bitcoin, et vous mentionnez les cypherpunk à très juste titre, eh bien, l'idée c'est de dire on va faire confiance finalement à personne, parce qu'en faisant confiance à personne, on peut avoir confiance en quelque chose qui est du code. Le code qui est en open source, que tout le monde peut vérifier, savoir ce qu'il y a dedans, vérifier vraiment ce qu'il est prévu de faire. Ça, c'est une vérité mathématique qui est incontournable. Et c'est un peu cet idéal de cette société qui serait gérée plutôt... Ça me rappelle aussi les idéaux à la naissance d'Internet. C'est les mêmes. Bon, c'est les mêmes, ouais, parce que c'est... On en est un petit peu revenu. Tout à fait. Ça ne s'est pas passé comme on imagine. Non, mais... Je voulais aussi vous faire réagir. Je vois le temps qui tourne. Aïe, aïe, aïe. C'est Xavier Delaporte, là, dans son podcast Le Code a changé. Écouté. Ouais, bon, on l'a écouté tous les deux, pas que. Il raconte qu'il a interrogé Ethan Zuckerman, qui lui a dit la principale disruption produite par la crypto-monnaie jusqu'à maintenant est que des gens en général de jeunes blancs possèdent beaucoup d'argent imaginaire, par opposition à un monde où de vieux hommes blancs possèdent beaucoup de vrai argent. J'ai du mal à voir ça comme un progrès, dit-il. En fait, je renvoie à ma première réponse, c'est que c'est factuellement faux. Donc, les gens qui en ont, c'est aux États-Unis les minorités raciales, les jeunes, les pays, Inde, Nigeria, Thaïlande, je ne connais pas beaucoup de jeunes hommes blancs riches dans ces coins-là. Donc c'est juste factuellement faux. Donc après, il peut se déplorer quelque chose de faux, mais c'est pas vrai. Donc après, alors, juste pour dire 2 mots sur la partie juste avant, dans le côté effectivement être gouverné par des algorithmes, etc., déjà il y a pas mal de diversité même d'opinions chez les bitcoiners là-dessus. Moi je fais partie de ceux qui n'ont pas envie d'être gouvernés par des algorithmes. Je pense que les communautés humaines n'ont pas pour vocation de ne pas se faire confiance, parce que moi c'est un monde de l'enfer. J'ai pas envie de vivre dans un monde où je dois avoir une méfiance envers mon voisin, le conducteur du taxi, etc. Par contre, ce que les bitcoiners disent, et ce que Satoshi Nakamoto a mis en avant lorsqu'il a créé Bitcoin, c'est qu'il a dit en fait, il y a une institution qui est cruciale dans la société qui s'appelle la monnaie, pour laquelle aujourd'hui nous n'avons plus d'alternative. Nous sommes obligés de faire confiance à un tiers, et ce tiers étant incontournable, en fait,
toute entité qui a du pouvoir est portée en abuser. Je crois que c'était Montesquieu qui disait ça. Et donc là, c'est ce qui se passe exactement. C'est que c'est une entité qui est incontournable, il n'y a pas de fuite possible. Et donc, ils abusent de leur pouvoir. Et donc, ce que fait Satoshi Nakamoto, c'est il dit, moi, j'ai proposé une alternative dans laquelle on n'a plus besoin de faire confiance à un tiers. Et en fait, même si les gens supposons que Bitcoin ne devienne pas la monnaie de 7 milliards de personnes, ça reste un aiguillon qui va forcer des autorités de confiance à se mettre au niveau de la concurrence. Parce qu'une fois que la concurrence est là, ils ne peuvent plus faire n'importe quoi. Ils ne peuvent plus juste dire, allez, on va multiplier la masse monétaire par 18 parce que pourquoi pas. Donc il y a vraiment ce côté où on a cette alternative. Un parallèle politique, ce serait de dire, voilà, on peut très bien avoir des pays qui sont engagés, puis on peut avoir la Suisse qui est neutre. C'est très bien d'avoir des pays neutres qui sont capables, par exemple, de faire diplomate, qui sont capables de faire que des gens se parlent entre eux, d'être le refuge de gens qui veulent fuir certains régimes. On disait tout à l'heure l'État et la représentation de l'intérêt général, il y a un peu moins de la... Comme un système correctif, finalement, c'est ça? Oui, il y a un peu moins de la moitié de l'humanité qui vit quand même sous des régimes autoritaires, donc l'État ne représente pas toujours l'intérêt général. Mais... Bon, allez, vous avez une minute pour répondre à la question de l'aberration écologique que représente Bitcoin. Pour ceux qui estiment que c'est une aberration et que Bitcoin a envoûté la planète, pour reprendre les mots du livre Nos Cryptos de Nastasia Adjadji. Une minute chacun ou une minute? Ah non, à vous. Ok, 60% de la production Bitcoin est faite à partir d'énergie renouvelable et notamment beaucoup d'énergie qui est en excès de production. Il y a vraiment en fait un effort qui est porté sur ces sujets-là. Aujourd'hui, la production énergétique qui est nécessaire au Bitcoin représente à peu près 0,5% de la demande mondiale. Est-ce que c'est utile pour l'humanité? Oui. Est-ce qu'on peut y consommer 0,5% de la consommation énergétique? Ma réponse est oui. Voilà, il faut déjà être convaincu que oui, c'est utile pour l'humanité, en fait. Alors, moi, je renverse la question. En fait, il y a un sujet qui est un éléphant dans la pièce que personne ne pose, qui est la compatibilité du système monétaire actuel avec les accords de Paris et avec le changement climatique. Et en fait, en sortant Bitcoin de l'équation, la réponse est non. Le système monétaire actuel a dans son ADN la croissance et ne permet pas la sobriété. C'est le principe de l'inflation. L'inflation force les agents économiques à soit consommer, soit investir, mais on ne peut pas épargner, sinon on perd 2%, 3%, 10% par an. Donc en fait, une fois qu'on a compris qu'au-delà des X TWh consommés par Bitcoin ou par les sèche-linges aux États-Unis, etc., il y a une question centrale qui est qu'on a un système monétaire qui, dans son ADN, incite 7 milliards de personnes sur Terre et toutes les entreprises à gaspiller des ressources pour créer des emplois fictifs, dont tout le monde est au courant qu'ils ne servent à rien, mais on préfère créer de l'emploi. Lagarde disait d'ailleurs, les gens préféreront avoir un emploi que de l'épargne. Bitcoin est une alternative qui remet la sobriété au centre du jeu. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de répondre aux critiques sur le Bitcoin. Philippe Rodriguez d'Avolta, Alexandre Tchatchenko de Pemium. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci.